jamais langue de bois. Il y en a qui étaient, c'est Kabila, Kabila, Kabila. Nous savions que l'objectif c'est de se faire élire député provincial ou député national. On débrief. Que les dieux des inspirations nous inspirent. Merci beaucoup à tous d'être nombreux pour suivre On débrief. Bienvenue à tout le monde. Nous sommes lundi 26 octobre. Nous commençons On débrief avec l'actualité tellement bouillonnante. Les discours du chef de l'État du 23 octobre 2020. Nous allons analyser ces discours. Nous allons aussi analyser les consultations qui doivent commencer cette semaine. C'est pour quand, pour quel objectif. Enfin, les réactions des alliés et de l'opposition qui se font toujours attendre. Alors, comme invité, nous avons Mike Gardi, Diana, Dienit Kaninda et Alain Bouloudjoua. Alain Bouloudjoua, proche de la Mouka, proche de Martin Fayoulou. Il va s'expliquer. Dienit Kaninda, journaliste indépendant, et Mike Gardi et Diana également, journaliste indépendant. Bienvenue à tous. Nous commençons déjà par Alain Bouloudjoua. Bienvenue. Merci en tout cas pour l'invitation. Comme c'est la première fois, je salue mes co-débatteurs de ce jour. Merci beaucoup. Comment vous allez? Oui, Dieu fait grâce, sauf que le pays va très mal. Très mal d'entrée de jeu déjà. Le pays va très mal. C'est justement parce qu'il y a un groupe de gens qui considèrent que ces pays leur appartenaient, et pourtant, nous savons que, en principe, tout le monde devait bénéficier de ce qui s'est fait. Et le fait seulement que nous avons un pouvoir impotent, des gens qui ont accédé au pouvoir par de voies scabreuses et qui viennent d'avouer qu'ils ne sont pas capables de le gérer, et surtout de gérer les petites crises, eh bien, ce que nous attendons, c'est la révolution, et cette révolution passera impérativement que par la population. Merci beaucoup Alain Bouloudjoua pour ces coups de gueule d'entrée de jeu. Alors Dienit Kaninda, bonsoir. Bonsoir et merci pour l'invitation, et je salue tous ceux qui nous suivent sur la RTG en ce moment. La santé, ça va après la santé, ça va très bien. Le congrès s'est très bien passé et nous sommes rentrés. Et bien maintenant, ce sont des commissions qui se mettent en place. Je crois que demain, déjà, ça sera l'installation de la commission carte dont je fais partie. J'ai été élu secrétaire rapporteur de la commission de la carte. Merci beaucoup, Dienit Kaninda. Mike Gardi et Diana, bonsoir. Bonsoir, cher ami. Vous allez bien? Je me porte bien par la grâce. Après les ménages, ça va déjà? Oh non, ne vous en faites pas. Dans le métier qui est le nôtre, c'est dans nos habitudes d'être parfois torpillés par certains qui croient et qui veulent combattre le changement, mais c'est inévitable. Et la suite, c'est maintenant quoi après les ménages? Je crois que vous avez porté plainte. La procédure est simple. Ouais. Bon, dans la mesure où, pour l'instant, vous voyez, le côté judiciaire était un peu compliqué pour nous. On a saisi la GED pour essayer un peu de voir dans la mesure du possible et comment retracer les choses. Et peut-être après, on pourra envisager une procédure judiciaire, mais pour l'instant, je crois qu'on a laissé les choses se régler au niveau de la corporation d'abord. Merci beaucoup, Mike Gardi. Diane, on commence par Dienit Kaninda. On commence avec les biscuits et de l'émission. Il sera question d'analyser la publication tardive jusqu'à présent des résultats de l'examen d'État pour les options techniques. Pourquoi est-ce que ça traîne? Non, mais bon, il faut dire que ce qui se passe à l'EPST actuellement, c'est quand même spécial parce que jamais on a eu ce nombre important d'élèves auparavant. Je ne peux pas justifier ce qui se passe, mais j'essaye de comprendre. C'est vrai, le ministre Willy Bakonga fait ce qu'il peut de manière à satisfaire aux besoins des milliers d'enfants qui étaient à la maison, qui ne pouvaient pas étudier et qui quand même ont été repris dans le système scolaire. Mais au niveau de la 6e année, il faut dire que cette année, ça n'a pas marché. Et nous ne savons pas c'est quoi véritablement le problème. Mais au niveau de la 6e des humanités, il n'y avait pas de la gratuité. Non. J'ai parlé de la gratuité en termes du poids du travail. Du poids du travail, merci. Du volume du travail qui s'est ajouté au niveau de l'EPST. Est-ce que ça a eu des répercussions au niveau de la 6e année? Je ne sais pas trop. Mais je crois que là, on est vraiment face à un véritable problème. Est-ce que la Covid-19 a
n'a pas permis de mettre en place les mécanismes nécessaires pour répondre à ce besoin. Est-ce que c'est un problème de financement qui s'est posé dans la mesure où la Covid n'a pas permis une mobilisation nécessaire des ressources? Est-ce que c'est ça le problème? Parce que je ne vois pas le problème technique qui peut se poser au-delà du problème de financement. Merci beaucoup, Denis. Alors, Mike Gardi Diana, quel est le vrai problème? Les ministres ont dit que d'ici mercredi, la solution serait trouvée. Qu'est-ce qui dérange ou bien qu'est-ce qui pose comme problème dans la publication pour les options techniques? Bon, malheureusement, je crois que la question devrait être posée aux gens qui sont dans le secret des dieux, les gens qui savent techniquement comment les choses sont en train de se dérouler maintenant. Mais je crois que si je peux, partant de mes propres analyses, j'ai l'impression que pour cette année, vous voyez, d'abord, en termes de délai, le temps semble être record. Il ne faudra pas oublier que Willy Bakonga et l'ensemble de son équipe sont dans la recherche des performances. Peut-être cette question de temps et ce souci de vouloir le faire le plus vite possible. Au-delà de ça, il y a également la question aujourd'hui avec cette situation de Covid. Quand on sait qu'il faut compiler notamment les résultats venant de deux autres provinces, certainement que c'est beaucoup de travail à faire pour l'instant dans le contexte actuel. Je crois que techniquement, c'est des gens qui travaillent quand même dans des conditions assez difficiles. L'heure n'est pas important. Ce qui est important, c'est les résultats. Même si j'ai un autre avis sur le déroulement de ces examens d'État pour cette session, notamment pour moi, j'aurais estimé qu'on essaye de sursoir Donc vous estimez en d'autres termes que les résultats ne reflètent pas les niveaux... En fait, quand on connaît comment les choses se sont déroulées, c'est vrai que techniquement, c'est de l'EPST nous sortiront le délai tel que défini par l'UNICEF avec les 150 ou 180 jours pour déclarer une année entièrement consommée. Mais en termes de qualité, je crois qu'il y a eu beaucoup de bêtes de cochons, il y a eu beaucoup de choses à corriger. Mais bon, puisque l'essentiel c'était aussi de voir le côté social, les parents qui ont dépensé beaucoup d'argent dans ces contextes Covid pour que les enfants aillent à l'école. Est-ce que c'était une raison valable? Ce sont des questions que je me demande, mais je crois que techniquement, il faut comprendre que c'est des gens qui travaillent dans un contexte assez difficile maintenant. Et le plus important, c'est les résultats, c'est pas l'heure à laquelle on diffuse, parce que pour moi, c'est pas le plus important en fait. Merci beaucoup, Gardi Diana. Alors, Alain Bouloudjoua, votre réaction concernant la publication des résultats pour les options techniques? Bon, moi, je suis de ceux qui pensent que généralement, nous nous posons de mauvaises questions aux vrais problèmes. Tout simplement parce qu'on voudrait trouver des solutions aux problèmes conjoncturels et pourtant les causes peuvent aussi être structurelles. Parce que déjà quand notre ami Diana dit que pour lui c'était pas vraiment important, c'est pas ça l'essentiel, la publication, en oubliant que les années dans le domaine de l'enseignement sont en fait, de manière générale sont des périodes justement pour permettre aux enfants qui étaient dans les classes inférieures de passer les classes supérieures. Lorsqu'il y a retard en termes de publication, ça pose un problème parce que déjà dans les classes supérieures, certainement que les autres ont déjà repris les cours. Et l'élève qui a présenté des examens d'État ne connaît pas sa situation. Doit-il reprendre la même classe ou doit-il passer des classes? Eh bien, ça met l'enfant déjà en difficulté parce qu'il a fini, mais il ne sait pas s'il a réussi ou pas. C'est que sous-entend que l'enfant qui a présenté les examens d'État, dans le cas des examens d'État, doit savoir s'il doit reprendre ou pas. Parce que s'il ne sait pas, eh bien, il risque de trouver sa place être remplacée par une autre personne, s'il reprenait. Et s'il doit aller à l'université, il doit s'organiser pour y aller. Ce qui veut dire que la publication doit se faire de manière synchronisée, justement pour résoudre le problème. Et ce que j'ai aimé dans son analyse, c'est le fait qu'il a mis en évidence le pourquoi a-t-on organisé les examens d'État alors que nous tous nous savons que la finalité n'est pas de donner aux enfants le diplôme. La finalité devait être de former les gens. Parce que si vous allez dans le processus enseignement-apprentissage, la première des questions que l'on se pose, quel type d'homme voulons-nous former? C'est qui sous-entend que l'enseignement n'est pas un fait isolé. Ça reflète ou ça résulte de la vision que l'on s'est fait du développement. Et dans ces conditions-là, moi je considère que ce que nous venons d'assister, ce que nous venons de voir cette année, c'est un crime contre la science. C'est justement parce qu'on a distribué de manière maladroite. Mais la situation n'est pas seulement ici en RDC, c'est partout dans le monde. Voilà la situation, mais là tout le monde n'a pas la même finalité.
ce n'est pas parce que les autres ont commis des erreurs. Il faut aussi savoir si nos enfants étudient dans les mêmes conditions. Parce que si on n'a pas le même base, on ne peut pas faire la même analyse. L'analyse doit se faire sur base de variantes. Avons-nous la même réalité? Parce que dans les examens d'État, en fait, ce sont des évaluations sommatives. Nos enfants ont connu des lacunes les années passées. Et en réalité, on devait avoir une année qui permettrait de corriger. Parce que tous qui vont sortir des écoles vont aller à l'université. Quel est l'objectif de l'université? Ce n'est pas d'apprendre les ABC aux enfants. Ce qui sous-entend qu'aujourd'hui, nous assistons à une forme de crime contre la science. Et moi, personnellement, je ne soutiens pas. Et donc, nous allons voir comment on va s'en sortir parce que ce sont des faits conjoncturels qui vont avoir une incidence sur le fonctionnement de l'État à la fin. Merci beaucoup Alain Bouloudja. Vous gardez la parole. Nous prenons directement les premiers sujets. Une petite réaction, 20 secondes en tout cas. Je crois que, en suivant l'analyse d'Alain Bouloudja, c'est vers la fin qui m'a rejoint. Entre le choix d'être vrai et d'être juste, j'ai pris l'option B. Parce que s'il fallait que je parle dans mon état vrai, j'ai beaucoup de choses à reprocher à l'État actuellement. Mais le côté juste voudrait que je me mette également à la place de ceux qui agissent. C'est-à-dire essayer de comprendre dans la mesure. J'ai compris, il a voulu être rationnel, même si j'ai toujours un problème avec le choix de mots qu'il utilise quand il parle de crise contre la science et autres. Mais s'il faut être juste, dans ces contextes-là, parce que vous comprenez que nous n'avons pas le même base avec les autres, pour la plupart qui ont quand même réussi à sauver l'année scolaire, est-ce que de notre côté, il y avait autant d'éléments qui jouaient en défaveur? Je l'ai dit d'entrée de jeu. Moi, j'ai un autre avis sur le déroulement des examens d'État. Là, je crois qu'on est d'accord tous les deux. Mais maintenant, mon côté juste me pousse à comprendre. Parce qu'au-delà de cette dimension scientifique que lui apporte, dans la régularité de choses, il y a la dimension sociale que j'ai regardée, moi. Merci beaucoup. En tout cas, vous gardez la parole, Alain Bouloudja. Nous commençons les premiers sujets. Les discours du président Félix-Antoine Tshisekedi. Vous êtes satisfait de ces discours également, comme plusieurs d'ailleurs? Bon, je crois que vous tentez là de me provoquer, mais c'est qui est vrai. Je voudrais d'abord. Il y a beaucoup de réactions positives. Non, mais bien évidemment, ça dépend de la position auquel on se retrouve. Je voudrais d'abord dire par rapport au premier sujet, nous devons éviter de dire aux parents qu'à chaque fois qu'il y a un problème dans la qualité de l'enseignement, on doit faire passer les enfants des classes pour des raisons sociales. En fait, on ne fait pas un débat sur l'éducation. Non, mais c'est ça l'essentiel. En fait. Très intéressant. C'est ça l'essentiel. Parce que lorsqu'on dit du côté social, c'est-à-dire que non, voilà, votre enfant n'a pas été bien formé, mais pour ne pas payer encore le frais scolaire, il doit passer des classes. Ça, c'est très dangereux pour une société qui envisage être un État développé. Ouais. Par rapport à la question, c'est un discours de trop et un discours qui apparaît, en mon sens, inutile. Comment ça? C'est justement parce que quand vous analysez profondément les discours tenus jusque-là par M. Félix Tshisekedi, il souffre d'un problème de méthode. C'est-à-dire que quand il se pose des questions, généralement, il se pose des mauvaises questions au vrai problème. Et finalement, quand il conclut, vous vous rendez compte qu'il y a un problème structurel, même de la pensée. Et qu'est-ce que vous constatez exactement? Non, mais c'est ça. De manière générale, c'est ce que je constate quand il parle. Oui. Il veut résoudre quel problème? C'est sur base de ce problème qu'il doit agencer ses idées. Et lorsque vous entrez dans les idées forces qu'il a mises en exergue, vous allez vous rendre compte qu'il veut résoudre un problème de gouvernance. Exactement. Le président a dit clairement que ça fait plus de 2 ans que la coalition au pouvoir n'arrive pas à résoudre certains problèmes clés du pays. Non, mais effectivement. Entre autres, la bonne gouvernance. Effectivement, c'est-à-dire qu'il part de cette problématique-là et au finish, il veut convoquer, il veut initier les concertations. Bon, pas les concertations, bien qu'il ne l'a pas dit de manière implicite, mais il veut faire les consultations. Il veut consulter. Et ce qui est quand même surprenant, il veut consulter qui? Parce que là... On va y arriver dans les consultations. On reste d'abord dans les discours. Non, mais c'est ça, en fait. Nous parlons du discours. Le discours a un contenu. Parce que déjà, au départ, dans ses idées, il voudrait résoudre un problème de gouvernance. C'est ça l'idée force.
Et maintenant, dans l'approche d'analyse, non mais c'est ça. Oui, c'est ça le problème de gouvernance. Et dans son analyse, il a mis en évidence 2 dimensions. La dimension de la gestion actuelle et la dimension de la gestion future. C'est ce qui lui a permis d'intégrer dans son analyse la question électorale. Mais quand il parle maintenant de la question de la gouvernance, il veut nous dire que la coalition n'a pas réussi. En d'autres termes. Non, mais pas en d'autres termes, il a été clair. Il a été explicite. Il a dit que non, voilà, nous avons eu à gérer pendant 2 ans et nous avons lamentablement échoué. C'est ce qu'il a dit. Alors, il prend encore la question électorale, qu'il n'a pas analysée de manière isolée. Parce que quand vous prenez dans la structuration, vous sentez qu'il mélange le tout. Et dans la conclusion, pour résoudre le problème que lui a mis en évidence, il propose quoi? Les consultations. Mais vous estimez qu'il fallait qu'il dise quoi, selon vous? Non, mais le problème, c'est que s'il devait dire quelque chose, si on doit être direct, il devait dire que j'ai failli, j'ai démissionné. Mais quand vous prenez... Pourquoi? Non, mais lui-même l'a dit. Si vous continuerez à me poser des questions, je risque de ne rien dire. Le problème, c'est que quand on est en train d'analyser un fait social, c'est que il y a un doctrinaire en sociologie qui a démontré noir sur blanc, à partir de ces méthodes d'analyse, que lorsque vous êtes en face d'un fait social, il faut disséquer ou sinon diviser la question en 2. Vous analysez séparément les éléments structurels et les éléments culturels. Et lorsque vous analysez les éléments structurels, ça va vous permettre d'intégrer dans votre analyse globale l'approche normative, c'est-à-dire sur les normes. Qu'est-ce que l'État a prévu pour résoudre la question que lui se pose? En réalité, toutes les questions posées, en mon sens, sauf peut-être la question électorale, devaient être résolues au niveau institutionnel. Mais exactement, mais le président estime qu'au niveau institutionnel, les FCC bloquent. Non, mais ça, ce n'est plus la question institutionnelle. Ça, c'est un deal entre un individu et un autre. Merci beaucoup. Vous voyez? Merci beaucoup. Bon, à 30 secondes en tout cas. Voilà pourquoi je disais qu'il fallait me laisser le temps de bien analyser. Parce que là, on risque d'être mal compris. M. Félix Tshisekedi, si c'est ça son idée, je ne suis pas obligé de l'appeler président. Allons-y. M. Félix Tshisekedi, dans sa démarche, voudrait nous faire voir que la loi ou la norme établie ne peut pas résoudre le problème. Il faut maintenant sortir du cadre institutionnel pour aller dans le cadre politique afin de trouver des solutions. Et pourtant, là, dans la question telle que soulevée, il y a 2 dimensions, la dimension normative et la dimension positive. Et dans la dimension normative, la loi a résolu le problème. Lorsque le président de la République prend des décisions en dehors du Conseil des ministres, ce n'est pas le Premier ministre qui en est responsable. C'est lui. Ce qui veut dire que M. Félix Tshisekedi se pose de mauvaises questions au vrai problème et fort malheureusement sa conclusion n'a rien à voir avec la question. Denis Kaninda, quelle est votre réaction sur les discours du président de la République? Avec d'aucuns estimant que le président va dissoudre l'Assemblée nationale ou bien annoncer la démission ou bien l'acceptation de la démission du Premier ministre. Quelle est votre réaction? Vous êtes satisfait comme plusieurs ou non? Bon, s'il faut répondre en termes de satisfaction ou non, je ne sais pas. Oui, je dirais oui, s'il faut répondre de manière directe. Mais ici, il faut considérer que nous sommes face aux enjeux des intérêts de la population congolaise. J'aime bien la rhétorique de mon co-débatteur qui amène les gens dans une sphère philosophique et tout ça. C'est bien bon. Mais nous avons des problèmes réels dans la société, des problèmes liés à la gouvernance. Le chef de l'État l'a dit. Le chef de l'État était attendu sur une piste de ne pas franchir ou franchir la ligne rouge. Pour certains, notamment l'UDPS, le président de la République n'a pas satisfait par rapport aux attentes de la population d'une certaine manière, parce que vous avez entendu les uns et les autres revendiquer ou demander la dissolution de l'union, du mariage entre le FCC et le CACH. Et ce jour-là, il était attendu un discours qui puisse justement annoncer
la fin de ce mariage. Et dans la mesure où il n'a pas rencontré cette attente-là, donc ce n'était pas un discours satisfaisant. Mais moi, je suis satisfait parce que j'ai senti dans le chef du président de la République, Félix Tshisekedi, un homme d'État qui a agi par rapport aux intérêts supérieurs de la nation, c'est-à-dire ne pas jeter de l'huile au feu. C'est pour la première fois, moi en tant que journaliste, j'ai vu le Front commun pour le Congo faire des déclarations intempestives. Dans 3 jours, j'ai compté plus ou près de 7 déclarations venant soit du PPRD, soit du Front commun pour le Congo. Ça n'a jamais existé dans l'histoire politique de notre pays. J'ai noté que à la suite de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, le Front commun a appelé à la communauté internationale pour témoin de ce qui se passait. Donc, a quelque part appelé à l'ingérence de la communauté internationale. Mais lorsque le président de la République prend la parole, il parle, il calme les jeux. Politiquement, il pouvait ce jour-là déclarer la fin du mariage entre le FCC et le CACH. Mais en diplomate, il a préféré parler comme un homme d'État pour ouvrir une brèche à toutes les forces vives de la République, parce que la question de la gouvernance n'est pas une question FCC-CACH. Oui, c'est vrai, c'est une coalition au sommet de l'État pour co-gérer les affaires de l'État, mais ça n'a pas produit les effets attendus par le président de la République et par la population congolaise. Et voilà, le président de la République ouvre une brèche par rapport aux prérogatives constitutionnelles qui lui sont reconnues. Il dit, maintenant que nous avons échoué avec le FCC et CACH, maintenant il va falloir que nous puissions ouvrir les portes vers d'autres forces politique. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on attendait le président de la République sur la piste du débauchage. Ça signifie prendre des députés du FCC, les amener. Et le président n'est pas allé sur cette voie. Il ouvre la voie, par contre, à des forces politiques. C'est-à-dire, quand il appelle, par exemple, le CNC dans la consultation, il n'appelle pas un député qui est lié au parti politique, mais lui va vers le parti politique pour ne pas tomber dans le piège du débauchage politique. Donc là, vous voyez que le président de la République se met dans une position de garant de la nation qui est au-dessus de la mêlée. Et c'est pourquoi j'ai dit que son discours a été satisfaisant. Il n'est pas tombé dans la politique politicienne, mais il est allé vers l'intérêt supérieur de la nation. Pourquoi ne pas résoudre ces différents problèmes dans les cadres institutionnels, comme venait de dire Alain Boulodjo, quitter les cadres institutionnels? Parce que d'abord, FCC-CACH, ce sont des coalitions qui ne sont même pas reconnues au niveau de l'État. Comment évoquer, étant que chef de l'État, garant du bon fonctionnement des institutions et de la nation, comment évoquer ces 2 coalitions qui ne sont même pas reconnues au niveau du gouvernement, au niveau de l'État? Non. Ça, je ne sais pas, n'est pas reconnu, je ne sais pas trop, mais écoutez, la coalition ou la cohabitation sont des formes de gouvernance qui sont reconnues par nos lois. Donc, lorsque le président n'a pas la majorité parlementaire, il peut choisir d'aller en coalition ou dans la cohabitation. Donc, c'est une question qui est réglée par la Constitution. Mais lorsque politiquement, le président se rend compte, c'est pas nouveau, c'est pas un paradigme nouveau dans notre pays, parce que ailleurs, ça s'est fait en France ou partout ailleurs, il y a eu des cas de coalitions qui se sont formés par manque de majorité parlementaire. Mais lorsque vous sentez le président qui est redevable devant la population congolaise qu'il a élu pour présider à leur destinée, il se rend compte que les intérêts de la population sont bafoués, eh bien, il décide, d'après ses prérogatives constitutionnelles, à pouvoir se référer à tous ceux qui ont une parcelle de pouvoir au niveau politique, pour qu'ils viennent ensemble donner leur avis par rapport à cette question
de la gouvernance par rapport à la cohabitation, la coalition et tout ce que vous voulez par rapport à la rébellion du Premier ministre ou par rapport à la rébellion de la ministre de qu'est-ce que je raconte, la présidente de l'Assemblée nationale, le président du Sénat. Le président consulte sur toutes ces questions brûlantes de l'heure, entendre les uns et les autres, c'est ce qu'on dit du choc des idées, jaillit la lumière. Il y a certains qui se posent aussi beaucoup de questions en disant que comment un discours de 6 minutes, 5 minutes pourrait empêcher les conseils des ministres. Non mais écoutez, les gens sont très mal habitués. Les gens pensent que pour que le président parle consistant, ça doit faire 1 heure du temps. Non, mais le président a parlé en 6 minutes et il a pratiquement résumé tout ce qu'il fallait dire par rapport aux questions brûlantes de la vie politique aujourd'hui dans notre pays. Il a tout. Quel est cet aspect qu'il n'a pas évoqué dans son discours? Aujourd'hui, nous savons que les questions brûlantes, c'est notamment la question des juges qui ont prêté serment. La question aujourd'hui, c'est la rébellion du Premier ministre à qui on a demandé en plein conseil des ministres de pouvoir organiser la prestation des serments et il a refusé. Il s'est rébellé par rapport à cette question. Là, ça n'engage et que vous. Vous avez la présidente de l'Assemblée nationale qui a... Non mais il lui a été instruit de pouvoir organiser le président lui a la demandé, prestation des serments, mais il ne l'a pas fait. Le président lui a demandé les vendredis et les lundis, on voit directement les protocoles d'État lancer des invitations. Vous n'êtes pas au courant, ni moi, de ce qui s'est passé pour que le protocole d'État prenne en main l'organisation. Et le Premier ministre, parce que nous sommes tous informés que le Premier ministre n'a rien fait par rapport à ça. Il n'a rien fait par rapport à cette organisation et des deux, il a séché cette organisation alors qu'il est Premier ministre du gouvernement, il a préféré suivre le mot d'ordre de sa plateforme politique. Mais juridiquement aussi, ce n'est pas à lui d'organiser, ce n'était pas à lui d'organiser cette activité. C'était à lui d'ordonner au ministre ayant en charge les relations avec le Parlement de pouvoir agir, mais il ne l'a pas fait. Je ne sais pas si vous avez suivi une instruction du Premier ministre qui demande au ministre près le Parlement de pouvoir organiser. Il ne l'a pas fait. Merci beaucoup, Dianit Kanida. Alors, Mike Gardi, Diana, quand les chefs de l'État parlent, il dit que la prestation des serments des nouveaux juges de la Cour constitutionnelle est une manifestation de l'état des droits. Que pensez-vous? Les chefs d'État résument l'état des droits par la prestation des serments de ces nouveaux juges. Oh, j'aime pas les clichés en fait. Je ne suis pas quelqu'un qui reste dans le carcan des clichés. Ça c'est bien au-delà de cette question. Mais permets-moi quand même de dire vrai. Ouais. Constitutionnellement, l'organisation de ce genre de cérémonies, c'est le protocole d'État qui le fait. Quant au Premier ministre, c'est vrai, en tant que membre du gouvernement, il y a les ministres d'autres camps ont eu leurs invitations, mais via le protocole d'État. Je me demande quel était le rôle actif que le Premier ministre devrait avoir dans l'organisation. Peut-être qu'il y a des informations qui nous échappent, mais bon, si c'est ça, la rébellion, bon, voilà, j'ai peut-être un problème avec le concept, mais bon. J'aimerais quand même revenir sur la question, parce qu'on a l'impression aussi qu'on veut faire croire à la population que, puisqu'on devient membre d'un gouvernement, on cesse d'être agent d'une formation politique, alors qu'on est membre du gouvernement au nom d'une famille politique. Ce gouvernement est un gouvernement hybride, où il y a FCC, il y a Cash, qui répond à un principe. C'est là où je voulais un peu rectifier ce que tu as dit quand le FCC et Cash, ce n'est pas une coalition reconnue au niveau de l'État, non. Il y a une exigence constitutionnelle qui veut que ceux qui gagnent la majorité au Parlement s'allient avec ceux qui ont la présidence de la République. Et c'est dans ces contextes-là. Il y aurait d'autres accords secrets, peut-être politiquement, pour pouvoir asseoir, pouvoir mettre en place une ligne directive pour ne pas aller de manière olé olé. Mais il y a une exigence constitutionnelle qui fait que cet accord ou cette coalition tienne lieu. Donc ce n'est pas un accord entre individus simplement. Mais est-ce qu'on a identifié la majorité? Parce que FCCK, ce sont des plateformes électorales, non? Oui, mais vous vous accrochez à la procédure. Exactement. Quand vous arrivez, vous vous retrouvez en face d'une famille politique déjà unie, qui ont plus de 340 députés, tous signataires d'une charte qui les engage à une famille politique, je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez encore de plus. Je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez de plus.
Mais là où je voulais revenir sur les discours du chef de l'État, je veux dire ce que mes déco-débatteurs n'ont pas dit. Ce que le chef de l'État a dit, il est dans une manœuvre politique. C'est vrai que certains disent que non, il n'est pas allé dans la politique du débauchage, mais oui, écoutez. L'ordre constitutionnel veut que le chef de l'État compose avec le partenaire avec qui ils sont en coalition actuellement, tel que c'est fait maintenant dans le cadre. Or, je reviens sur les questions posées par Alain Boulodja l'autre fois, sur le plan normatif. Qu'est-ce qui devrait être fait? Normalement, quand il y a des contextes pareils, si vous voulez, je vous donne un exemple c'était même pas une coalition, une cohabitation en France, le Premier ministre a démissionné quand il n'était pas en mesure de s'entendre avec le chef de l'État. Mais c'est pas là où nous on veut. Ici, il est clair. La seule question qu'on se pose, c'est que qu'est-ce qui n'a pas marché au sein de la coalition? Depuis le départ de cette coalition, on s'est rendu compte qu'il y avait des crocs en jambes. De part et d'autre, il y avait des frustrations. Malheureusement, j'aime dire, la solidité d'un accord dépend de l'efficacité des gens qui négocient et qui sont capables de le porter vers les gens qui sont censés l'exécuter. Or, dans le rapport FCC-Cash, on a deux formations politiques ou deux regroupements politiques dont le principe du pouvoir fonctionne de manière inversée. Le FCC, le bonheur, c'est qu'il y a un leader, c'est Joseph Kabila, qui est capable de maintenir sa base. Or, l'UDPS, bon, je vais prendre ces concepts-là, est un parti des mastels qui le disent, et que c'est la base qui décide de tout. Or, aujourd'hui, la difficulté, c'est de pouvoir prendre les décisions prises par l'élite et le faire comprendre au niveau de la base. Cette base, depuis le départ, semblait ne pas accepter la coalition. Comment voulez-vous que cette histoire-là marche? Parce que ça a commencé par des petites histoires, des simples frictions entre individus, entre secrétaires permanents de parti, pour qu'aujourd'hui, ça devienne une crise institutionnelle. Parce que justement, le problème de Congolais, c'est dans le concept. On a cru que parce que je deviens ministre, je cesse d'être membre d'un parti politique. Or, on vient là, en tant que ministre, au nom d'une formation politique, ça veut dire qu'on défend une idée ou encore un courant de pensée. Ce qui fait que le fait qu'on est dans la coalition, un pouvoir de coalition, j'aime le rappeler, est un pouvoir qui porte les germes du conflit. Il met ensemble des protagonistes, aux élections passées et aux élections à venir. C'est-à-dire, il y a des gestions des ambitions individuelles, de manière séparée, au-delà des ambitions communes au niveau de la coalition. C'est de là que devrait commencer le premier résolution, si vous voulez. On se dit, bon voilà, puisqu'on ira en 2023, chaque regroupement aura présenté son candidat, il y a la question du bilan qu'il faut défendre après, il y a la question de la notoriété qui vaut travail au niveau de la société. Il fallait commencer par tirer au clair aussi ces genres de problèmes. Mais on a l'impression qu'on est resté dans cet accord de fait. C'est-à-dire, on veut gérer le pouvoir, vous avez la majorité, nous en ça, et qui on y va. Ça n'a pas marché. Je crois qu'on ne s'est pas posé les bonnes questions au départ pour que cette coalition marche, alors que cette coalition, je l'ai dit toujours, était salutaire pour la République. C'est là où les deux camps ont péché. Ouais. Ils ne se sont pas posé des bonnes questions. Aujourd'hui, il y a implosion au sein de la coalition. Le problème... Quand vous dites que la coalition était salutaire, c'est-à-dire quoi? Ouais, mais je sais que dans ce que je parle, le troisième larron qui est la Mouka, comprennent bien de quoi je parle. C'était la seule fois de la République où on a vécu une période post-électorale assez apaisée. La seule fois. Dans notre expérience électorale, c'était la seule fois. Alors, et au-delà de ça, c'était pour la seule fois historiquement qu'on a vécu une cérémonie de passation de pouvoir. Les gens peuvent qualifier autant qu'ils le veulent. Mais du moins, c'est un point gagné dans la marche politique de la République. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je refuse d'être cantonné sur un jugement de fait, puisque j'ai une pensée, je crois jusqu'à aujourd'hui, que cette politique devrait continuer à se faire en composant entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila dans son camp. La question, c'est de revenir sur le fondamental. Justement, les questions d'ordre structurel et normatif, qui veut qu'aujourd'hui, puisque nous sommes en coalition, aujourd'hui, l'idée d'aller dans la dissolution du Parlement et les élections anticipées, il y a un élément essentiel, c'est que l'État n'est pas en mesure de pouvoir le faire parce qu'on vit dans une période de crise. On a un sérieux problème avec la paye des enseignants. On ne remettra pas sur le dos de l'État actuel la question de l'organisation des élections qui nous coûte énormément cher. Alors, puisqu'on est face à des évidences comme ça, au lieu de pouvoir aller dans des schémas qui risquent de presque broyer les ensembles des piliers déjà posés jusque-là, c'est vrai, le chef de l'État l'a dit de manière claire. Il y a eu échec jusqu'à aujourd'hui, justement parce que on s'est cantonné sur le rapport entre les structures
on n'a pas bien posé le diagnostic dans les questions, le rapport entre les hommes. Alors, les chefs de l'État ont finalement décidé de consulter. Quels sont les objectifs de ces consultations? Exactement, c'est ce que je voulais dire avant que je n'ouvre cette brèche. Dans la dynamique du chef de l'État aujourd'hui, il est vrai que sur le plan normatif, le chef de l'État est dans une dynamique, tu vois, j'ai envie de dire personnelle, mais ça risque d'être mal comprise. Et dans son rôle de garant de bon fonctionnement de la République, il a le droit de s'inquiéter quand il sent qu'on va droit vers un mur. Et puisqu'on est bantou, j'ai toujours dit, chez nous les Africains, les consultations sont des outils de gestion. Ici, quand il parle de l'union sacrée, moi j'espère que le chef de l'État partage le même esprit que moi. Dans la perspective de l'union sacrée, je pense qu'il faut maintenant construire un idéal commun de chaque Congolais. C'est là où nous péchons souvent, et c'est pourquoi nous sommes dans l'éternel recommencement. Quand c'est Alain Bolodjo qui prend le pouvoir, on a l'impression que ce que Dionyd Kaninda avait fait avant, tout est sombre, on refait tout. Et le Congolais est devenu un peuple hybride même dans sa marche vers sa destinée. Mais le peuple Je pense que dans cette union sacrée, les gens qui vont aller en consultation vers le chef de l'État, posons des bases qui pourront permettre à ce que cette population ait un idéal commun sur quoi chaque acteur politique, chaque personne qui veut prétendre à la gestion de la chose publique, sache également dans quelle direction partir et sache construire des éléments convenables pour pouvoir convaincre et bénéficier de l'électorat de la population. C'est dans ce sens que moi je conçois cette union sacrée. Mais je sais aussi que le chef de l'État n'est pas dans la dynamique. Parce que, permettez-moi de le dire ici, ce matin, j'étais sur un plateau de télé avec quelqu'un de la Mouka qui est revenu sur la question de le chef de l'État tenterait de violer la Constitution qui consacre le pluralisme politique. J'ai dit non, ça c'est un problème de concept. Parce que qui dit union sacrée ne veut pas dire former un parti-État. Merci beaucoup, Mike Gardi Diana. Alors, Alain Bolodjo, le peuple estime que la RDC c'est maintenant une république des dialogues et des consultations. Et quelle est la finalité? Parce qu'avec toutes ces consultations précédentes ou bien les dialogues précédents, on a abouti à des partages des pouvoirs. Quelle analyse faites-vous? Quels seraient les objectifs de ces consultations? Bon, en fait, ce qui est vrai, c'est que, si je peux le dire, M. Félix Tshisekedi est aujourd'hui victime de la loi de l'usure qui déconstruit ces mensonges grossiers qui a été concocté entre le FCC-CACH, qui a fait de lui président de la République en violation de la volonté du peuple. Ce qui veut dire qu'il est rattrapé par sa propre turpitude. Là, ça n'engage que vous. Hein. Bien évidemment, c'est moi qui l'ai dit. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que M. Félix Tshisekedi, dans le cas d'espèce, veut nous amener dans une crise des ménages. C'est-à-dire quoi? Ce qui veut dire qu'il n'a même pas compris la vraie question ou la vraie crise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il a dit, lui-même l'a dit de manière explicite, qu'il est en crise avec sa famille. C'est-à-dire que moi je considère le FCC comme l'époux, l'UDPS comme l'épouse. Ils sont en conflit et son réflexe, c'est d'appeler la société à venir intervenir sur des questions que eux ne veulent pas nous dire. Comment voulez-vous que nous arrivions à répondre aux consultations de quelqu'un qui n'est pas sincère? Parce que si nous allons dans le fond, allons-y. Les faits qu'il veut mettre en évidence, qui l'ont poussé à faire ces discours de trop, ce sont des faits conjoncturels. Ce ne sont pas des faits structurels en tant que tels. Il veut nous dire que le Premier ministre n'a pas respecté à son ordre. Il veut nous dire que l'Assemblée nationale n'a pas répondu à son appel. Mais il faut d'abord se poser la question en amont. Était-il obligé de s'aligner derrière ce que M. Félix Tshisekedi faisait? C'est ça, en fait, le fond du débat. Parce que moi, je considère que M. Félix Tshisekedi avait violé la Constitution. Au départ, lorsque vous voulez mettre en place les juges, vous n'êtes pas passé par le Conseil des ministres. Lorsqu'il fallait nommer les généraux, vous n'êtes pas passé par le Conseil des ministres. Vous prenez des décisions de manière unilatérale et vous demandez aux autres d'obéir. Et pourtant, la Constitution, déjà dans son article 28, dit clairement que nul n'est tenu exécuter un ordre manifestement illégal. Ce qui veut dire qu'il a violé la Constitution, mais il va obliger aux autres d'adopter sa position. Ça, c'est injuste. Et on ne peut pas soutenir ça. Un autre fait. On nous dit que la prestation des serments était conforme à la loi parce que toutes les institutions étaient représentées. N'est-ce pas? C'est ce qui s'est dit. Et
Et en même temps, on nous dit non, il faut sanctionner ceux qui n'étaient pas là. Mais si eux n'étaient pas là, s'il y avait une incidence par rapport à la procédure, en principe, la prestation des serments n'a pas sa raison d'être. Parce que ceux-là n'étaient pas là. On nous dit qu'il y avait des représentants de l'Assemblée nationale, il y avait les représentants du Sénat, ce qui veut dire que la procédure était normale. Et aujourd'hui, on veut sanctionner. Attendez, s'il vous plaît. Mais ce n'est pas au Parlement de juger des actes du président de la République. Non. Faut pas confondre, ne nous amenez pas dans cette analyse approximative de la population, de parlementaires debout. Mais l'organe habilité, c'est la Cour constitutionnelle. Non. Il faut faire la part des choses. Quand l'ordre est manifestement illégal, on ne va pas recourir à la Cour constitutionnelle pour le constater. La Constitution a taillé le fonctionnement de l'État. Parce que si vous allez dans l'approche normative, vous allez vous rendre compte que la personne qui a péché jusque-là, c'est M. Félix Tshisekedi. Et lui, voudrait que tout le monde le suive à la queue leu parce que lui, il est président. Mais parce il faut saisir la Cour. Non. L'ordre manifestement illégal, on n'a pas besoin de saisir la Cour, on ne l'exécute pas. C'est simple. Merci beaucoup, Alain. Oui. Vous voyez. Allons-y, 30 secondes en tout cas, 30 secondes. Non, mais si vous ne me laissez pas le temps, vous m'ajoutez des questions. Non, mais effectivement, laissez-moi alors rationaliser la gestion du temps. Parce que si vous me posez des questions et puis je sors du temps, je risque de ne rien dire. Le Premier ministre n'était pas obligé de respecter les ordres de M. Félix Tshisekedi. Quand vous dites que le président de la République a instruit le Premier ministre, non mais attention, il faut d'abord comprendre dans quel régime nous sommes. Le Premier ministre n'est pas le sujet du président de la République. C'est un collaborateur. Exactement. Alors, ce qui veut dire qu'on ne pouvait pas l'instruire. Si la question a été débattue au niveau du Conseil des ministres, il fallait d'abord savoir quelle était la position. Pas l'instruire. Non, attendez, il faut faire attention avec vos termes. L'instruire, c'est comme si vous l'intimez l'ordre de faire ce que vous voulez. En réalité, le cadre, le Conseil des ministres, c'est un cadre de concertation. Exactement. Comment les décisions, attendez. Mais pendant le Conseil des ministres, les premiers ministres n'avaient pas manifesté. Non, mais ça c'est leur problème à eux. Mais ce qui est vrai, il faut reconnaître que le Premier ministre n'est pas obligé d'exécuter un ordre manifestement illégal. Ça, c'est déjà un principe, il faut retenir ça. Et puis, deuxièmement, l'investiture avec quel soubassement? Un faux. C'est-à-dire que M. Félix Tshisekedi... Un faux comment? Non, mais il y a un faux. Non. Il a procédé à la nomination de juges de la Cour constitutionnelle en violation de la Constitution et des lois de la République. Et vous voulez assez que ceux qui sont avec lui, au nom de la solidarité dans le mal, devaient exécuter cet ordre-là. Ce qui veut dire que je ne suis pas membre du FCC, mais je considère que l'on voudrait nous faire voir que M. Félix Tshisekedi saint, ce sont les autres qui ont le problème. Et pourtant, jusqu'à preuve du contraire, la personne qui a violé intentionnellement et de manière intempestive la Constitution, c'est M. Félix Tshisekedi. Merci beaucoup. Alors, comme il lui-même l'a reconnu qu'il y a un problème au sein de la coalition, il a fait son mea culpa, même de manière indirecte, reconnaissant qu'ils ont failli. C'est qu'il lui met déjà en porte-à-faux avec tout ce qu'il a toujours dit depuis qu'il est prison. Il nous a dit que le bilan était largement positif. Il nous a dit que la coalition fonctionnait normalement parce que quand il était à Brazzaville devant Sassou, il nous a dit que tout allait bien. Et aujourd'hui, il nous amène dans ces débats-là. Nous considérons pour notre part, le fait seulement qu'il a reconnu, ce qu'il faut faire aujourd'hui, au regard de ce que lui-même a dit et de ce que nous savons, il faut faire partie M. Félix Tshisekedi, M. Kabila, FCC cash, parce que eux tous sont concernés par le bilan tel qu'il est présenté. Kaninda, quels seraient les objectifs de ces consultations? Les objectifs sont clairs. Il n'y a que des personnes, je ne sais pas, Alain se trouve dans quel monde lorsqu'il réfléchit. Ce sont ses analyses en tout cas. Il trouve, oui, j'essaye de me mettre à la place des auditeurs. Lorsque lui ne comprend pas les objectifs, lorsque lui trouve que tout est noir au nom de Lamouka, je ne sais pas trop de quel Lamouka il parle. Parce que regardez, je n'ai jamais été de Lamouka. Respectons les auditeurs. Ne vous agitez pas, ne vous agitez pas. J'ai donné juste ne vous agitez pas, ok. Donc, jamais été agité. Ok, calmez-vous alors. Donc, lorsque vous voyez Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba, qui sont des fabricants de Martin Fayoulou, demandez, parce qu'il faut rappeler que Martin Fayoulou n'a que, je crois, 3 députés. Hein. Voilà, je crois, 3 députés. Donc, mais la Mouka, il faut considérer près de 107 députés. Ok. Et lorsque les fabricants de la Mouka demandent aux députés
et sénateurs de prendre part à la cérémonie qui a été organisée pour la prestation des serments, et que vous avez Alain Bolo Dioakif qui est membre de l'ECID ou de Nouvel Élan, de CID ou de Nouvel Élan, qui n'ont que 3 députés, mais il vient vous dire ici, non, Félix Tshisekedi n'a pas bien calculé, non, il s'est pas posé de bonnes questions. Mais on est où là? On parle au nom de qui? Moi, je serais vraiment heureux de voir Alain Bolo doit tenir ce discours à la fin des consultations. Mais parce que les consultations visent simplement à inviter les fils de ce pays qui pensent que les choses doivent changer. Vous avez le président de la République qui a fait foi, qui de bonne foi a demandé ou a accepté cette coalition pour que l'on puisse, ou qu'ils puissent ensemble avec les autres, co-gérer les affaires de l'État au bénéfice de la population congolaise, un peu comme Aïgardi disait tout à l'heure, qui a évité aux Congolais que le sang coule, qu'on tombe encore dans des crises interminables et tout ça, et sécuritaire et tout. Il dit, nous allons en cohabitation. Mais maintenant, la confiance qu'il avait en ses partenaires, nous allons travailler ensemble. Mais regardez tout ce qui s'est passé au ministère des Finances. Lorsqu'il fallait financer des projets. Qui a défendu bec et ongle cette coalition partout. De bonne foi. Parce qu'il croyait en ses partenaires. Il se disait, nous devons travailler ensemble pour l'intérêt supérieur de la nation. Nous devons travailler main dans la main. Et il défendait cette coalition partout. Preuve de sa bonne foi. Mais malheureusement, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que vous avez le ministre des Finances qui... Comment vous pouvez imaginer qu'à la présidence de la République, le financement soit bloqué au ministère des Finances? Mais s'il n'y a pas d'argent... Comment voulez-vous que les projets... S'il n'y a pas d'argent, on doit faire quoi? Comment voulez-vous que les projets qui concernent les intérêts de la population congolaise, les salaires des enseignants, les salaires des enseignants et autres, bloqués? On vous dit non, c'est par manque de moyens. Mais pendant ce temps, vous avez des frais d'émission. Quand il s'agit des ministres du FCC, là, ça passe sans problème. Mais aujourd'hui, le président de la République, quand il fait appel aux forces vives de la nation, c'est parce qu'on est face à un problème. Et là, je vais encourager le ministre Pius Mwabilou, qui n'a pas voulu écouter, laissez-moi parler s'il vous plaît, qui n'a pas voulu écouter ces mots d'ordre du FCC pour interdire aux ministres et députés FCC de ne pas prendre part. Mais le député Pius Mwabilou s'est dit, moi je suis un républicain, je dois répondre à cette invitation. Et il a répondu. Ces consultations, c'est un gouvernement d'union sacrée. L'aboutissement, c'est quoi? C'est la formation d'une union sacrée. C'est quoi? Ça serait un gouvernement ou quoi? Ça va aboutir bien entendu à la formation d'un gouvernement d'union nationale. Donc un partage de pouvoir encore. Non mais écoutez, comment on peut gérer les affaires de l'État seul? Comment voulez-vous qu'il puisse gérer seul? Mais c'est juste impossible. Quelle est la part de la population? Le problème des Congolais, quelque part, les Congolais, nous avons tendance à croire que lorsque les gens se mettent ensemble pour prendre des décisions, tu as demandé l'objectif ici. Le premier objectif de ces consultations, les consultations ne sont pas des concertations. Parce que qui dit concertation, dit dialogue, dit partage des pouvoirs, des postes, tout ce que tu veux. Mais lorsqu'on parle de consultation, j'aimerais que les gens nous comprennent, s'il te plaît. Lorsqu'on parle de consultation, ça signifie que l'autorité a une décision à prendre. Mais il refuse de prendre cette décision seul, sans faire participer les autres. Et il appelle, il vous consulte, il demande quel est votre avis par rapport, parce que nous on ne sait pas de quoi il va parler, mais ceux qui seront convoqués ou invités, il va leur dire voilà les problèmes pour lesquels je vous consulte. C'est au sujet par exemple de la dissolution de l'Assemblée nationale, c'est par exemple au sujet de la démission du Premier ministre, c'est par exemple au sujet de la gestion prochaine des affaires de l'État. Ceux-là vont donner leur avis.
Et il reviendra au président de la République de prendre une décision par rapport aux besoins réels de la population. Merci beaucoup, mais seulement ceux qui pensent que le président de la République n'a pas été sincère à Genève, nanani, nanana, comme si à Genève, mais c'est un fait. Ceux qui étaient... Quel est le fait? Le fait, c'est que Martin Fayoulou avait un candidat. Martin Fayoulou, ça c'était quand? Il ne faut pas mélanger les choses. Quand est-ce que le président l'a dit? C'est après. Mais avant, Fayoulou avait dit que son candidat c'était Félix Tshisekedi. Et Adolphe Mouzito le dit si bien. Il dit que Félix Tshisekedi c'était un garçon honnête. Tous, nous étions unanimes. Suivez, je vous recommande de suivre son émission sur l'une des radios ici, c'est sur YouTube. Il dit que notre candidat à nous tous. Merci beaucoup. Le candidat qui avait l'unanimité, c'était Félix Tshisekedi, mais il a été trahi. Continue. Merci beaucoup de vos messages. Continuez de nous écrire. Juste avant la fin de l'émission, nous allons lire tous vos messages. Nous prenons la pub avec Ngos Masela et nous allons y revenir pour prendre les troisièmes sujets. Jusqu'à 17h, on débriefe l'actualité. RTGA. Jusqu'à 17h, on débriefe l'actualité. RTGA. Nous sommes de retour. Merci beaucoup pour vos messages. Nous continuons avec Dianit Kaninda, Alain Bouloudjoa et Mike Gardi Diana. Nous prenons directement le troisième sujet. Les réactions des alliés et de l'opposition qui se font toujours attendre. Qu'est-ce que vous pensez que c'est les alliés? Bien évidemment, il y a déjà l'UNC qui dit qu'il faut tenir compte aussi de l'accord de Nairobi. Bien sûr, qu'est-ce que vous pensez de l'opposition et du FCC? En fait, je tente de comprendre la question, la réaction des alliés. Vous avez bien précisé la réaction de l'UNC qui tire le droit de son côté parce que l'UNC sait que l'accord de Nairobi joue en sa faveur. Maintenant, qu'est-ce que vous attendez des autres? C'est déjà jeté dans les pâtures, en tout cas. Ah bon? Je ne suis pas au courant. C'est vrai qu'il y a quelques dispositions qui ont été torpillées, mais je ne pense pas qu'il y a eu une décision solennelle de dissoudre ou encore d'annuler l'accord de Nairobi. Peut-être c'est un scoop. Je ne sais pas, j'ai jamais entendu. Mais écoutez, il est vrai qu'aujourd'hui, nous vivons une période très difficile pour la coalition. Parce que, je l'ai dit au départ, à la base, malgré les efforts consentis, parce qu'autrefois on a parlé, on a pensé qu'il y avait une certaine compréhension, on a mis en place une commission, un cadre d'échange entre les deux coalisés pour pouvoir discuter des questions aussi cruciales comme la dernière question qui a divisé la coalition. Mais malheureusement, j'allais dire, on se rend compte qu'il y a un mur qui ne dit pas son nom. Lequel ? Voilà, mais un mur qui ne dit pas son nom, si les gens qui sont au sein de la coalition n'arrivent pas à l'expliquer, comment vous voulez que moi je vous le dise? Le plus important ici, c'est que rendons-nous à l'évidence. Parce que la question que les gens ne se posent pas, c'est que si aujourd'hui, on essaie de dissoudre le Parlement, aujourd'hui, aller dans l'idée d'un gouvernement de coalition, à qui ça profiterait également? Vous pensez que c'est à la population? Moi, je ne pense pas. Je peux vous énoncer les faits. Pourquoi? Parce que qui dit pouvoir de coalition, qui dit pouvoir d'union nationale, ça veut dire que c'est un pouvoir hybride où finalement la redevabilité semble être ambiguë. Qui viendra rendre compte à la population par après? Deuxièmement, aujourd'hui nous connaissons la dimension culturelle dont on parlait de l'homme politique congolais. Quand on va dans les questions de dialogue, après c'est partage du pouvoir. Et qui dit partage du pouvoir, c'est quoi? C'est remplir les poches pour être en mesure de pouvoir battre campagne en 2023. Exactement. En quelque sorte, on n'aura pas résolu le problème. Et je pense plutôt que l'idée des consultations, puisqu'on est Congolais aujourd'hui, la meilleure chose, c'est que quand on consulte, tel que le chef de l'État, et j'ose croire naïvement que le chef de l'État est dans cette dynamique, quand on ose consulter les autres forces en présence, c'est pour essayer de voir leur point de vue, leur angle de vue par rapport à la situation, lui permettre d'avoir la possibilité de prendre une décision cohérente qui pourra satisfaire, si pas tout le monde, un bon nombre de Congolais. Et que pensez-vous de Jean-Pierre Bemba? Il sera d'accord avec ça? Mais généralement, je sens que vous m'amenez... J'ai souvent du mal à revenir sur le positionnement des individus, parce que si vous m'amenez de Jean-Pierre Bemba, après on va parler des Pius Mwabilou, qui, comme par enchantement, s'est retrouvé... En tout cas, sentez-vous à l'aise. S'est retrouvé... j'ai envie d'utiliser un terme qui sera peut-être un peu plus dur, qui s'est retrouvé de l'autre camp comment. Je pense aussi à un certain niveau... Mais il s'est exprimé.
il a dit clairement, il a répondu à l'appel du chef de l'État. C'est en tout cas un devoir républicain. Aujourd'hui, c'est un devoir républicain. Mais c'est un ministre. Je vous ai dit tout à l'heure. Hein? Être ministre, puisse moi le ministre au nom du FCC. Faudra pas oublier que c'est un pouvoir des coalitions. C'est un gouvernement hybride qui met en cas deux positions. Ça dit deux camps. Il y a le FCC, il y a le cash. Ça dit chacun est identifié par rapport à sa famille politique. On parle de la politique. Quelle a été la position de sa famille politique? Mais il est d'abord... Bien qu'il est dans sa famille politique, mais il est ministre. Non, je veux vous contredire. Ouais. Il est d'abord fruit du FCC et ministre après. Parce que le premier est la mère nourricière. Sans le FCC, il ne serait pas là. Il ne faudra pas inverser le rôle. Quand on devient ministre, tel que lui dans le contexte actuel, il est d'abord membre du FCC. Pour la nation, le pour le FCC, peuple en tout cas, c'est la population. Vous entrez dans une dimension que je pourrais également vous expliquer calmement. Allons-y. Quand on devient ministre, dans les actes, on pose des actes de gestion au quotidien pour le bonheur de la population. Mais dans des questions de ce genre, je ne veux pas les catégoriser, le mettre dans un cliché de problème presque conjoncturel qui relève d'un conflit interne entre deux partis politiques qui ont décidé de gérer le pouvoir ensemble. Il n'y avait pas que lui en tout cas. C'est ce que je dis. Ouais. C'est soit commencer, la logique voudrait à ce que, commencer d'abord en interne, avant de pouvoir prendre position, de dire aux autres membres de sa famille politique que je ne suis pas d'accord avec cette décision-là, et je pense qu'au préalable, moi je veux répondre à l'invitation. Est-ce que c'est ce qui a été fait? Non. Parce que je me rappelle que même sa famille politique était surpris de voir l'homme là-bas. Alors, vous estimez que la classe politique serait d'accord avec ces consultations du chef de l'État? Quelle classe politique? La classe politique en général, oui, exactement. Je viens d'évoquer un élément culturel. L'homme politique congolais ne saute que sur l'occasion. Pour pouvoir après engager beaucoup de processus, on ira dialogue après dialogue. Les gens vont vouloir pousser le chef de l'État vers la dissolution du Parlement parce qu'ils savent que quand on entre dans quand on remet en question l'ordre constitutionnel, finalement on tombe dans les accords, dans les négociations. Merci, oui. C'est en fait le raccourci parfait pour l'homme congolais pour accéder au pouvoir, même ceux qui ne sont pas capables de faire élire ne serait-ce qu'un seul député. C'est là où je pense, je mets ma main à couper. On ne la coupera pas. Je ne pense pas que le chef de l'État est dans cette dynamique. La dynamique de vouloir aujourd'hui remettre en question l'ordre institutionnel, parce que dans cet ordre constitutionnel, il est également parti. Merci beaucoup, on ne peut pas prendre les choses en partie dans l'ordre constitutionnel, rejeter les autres et prendre parti pour ce même ordre-là où on estime qu'il y a de problèmes. Merci beaucoup, autant aujourd'hui, lui peut décider de dissoudre le Parlement, autant les autres peuvent décider de mettre en accusation. Mais c'est là où je dis que je ne pense pas que à ces stades ici, nous, si vous voulez, mettez-moi à côté. Je ne pense pas que le Congolais en ont besoin maintenant. Merci beaucoup. Dans la sagesse, pas moi de chuter. 20 secondes en tout cas. Oui. En cours des la sagesse du chef de l'État, c'est que l'idée des consultations, je l'ai toujours dit, les consultations est un outil de gestion pour nous, le Bantou. Et à chaque fois qu'on s'est retrouvé face au mur, dans des situations les plus difficiles dans l'histoire de la République, ces questions de consultation et de négociation nous ont toujours sauvé la mise, d'une certaine manière. Je pense qu'aujourd'hui, la sincérité, rien que sa sincérité, vaut peut-être un palme d'or pour dire, aujourd'hui, il reconnaît qu'il y a des difficultés, il va droit vers le mur et il va consulter les différentes forces en présence pour pouvoir réfléchir sur la République, au-delà des questions structurelles, parce qu'il sait que si vraiment le chef de l'État n'était pas conscient des questions structurelles, je pense qu'il serait vite allé en besogne pour pouvoir dissoudre les parlements et autres. Mais je crois que dans la conscience de l'homme d'État, il sait que ce ne sont pas de choses pour lesquels on tire profit facilement. Merci beaucoup. Le troisième larron risque de ressurgir, et puis à la fin des comptes, c'est la population qui risque d'en être encore plus perdante qu'avant. Je crois que c'est ça la dimension que nous on veut. Le Congolais ne veulent pas des guerres politiciennes. Les Congolais aujourd'hui ne veulent pas des guerres. Merci beaucoup, Diana. Alors, Alain Bouloudjoua, quelle serait la réaction qu'on entend de la classe politique congolaise? Il y a déjà l'UNC qui dit qu'on doit considérer, tenir compte de l'accord de Nairobi. Lamuka. Bon, en fait, je voudrais d'abord rappeler à notre ami Kanenda que je n'ai jamais été membre de la Mouka. Mais je le rappelle aussi, la Constitution ne me dit pas pour analyser de faits politiques, je dois impérativement être membre de la Mouka ou d'un parti politique. C'est un droit consacré. Il doit éviter de nous amener dans ce genre d'amalgame.
qu'est-ce que l'on peut attendre? Mais qui peut prendre les risques de faire confiance à quelqu'un qui retire facilement sa signature, qui n'a pas de paroles, dont les paroles ne valent rien? C'est ça, il faut commencer par là. Monsieur Félix Tshisekedi se pose de mauvaises questions au vrai problème. Il y a une crise des ménages au sein du FCC Cash et on veut consulter les autres pour trouver des solutions aux problèmes qu'ils ne nous disent pas. Quel est le vrai problème aujourd'hui? Parce qu'apparemment, s'il y a crise au sein du FCC Cash, cette crise peut être résolue. Et après, ceux qui vont l'accompagner auront quoi? Parce que nous voulons résoudre le problème structurel dont lui est un élément majeur. La crise ne date pas d'aujourd'hui. La crise existe depuis bien longtemps. Mais nous avons tenté de trouver des solutions à la crise ou aux crises qui sont multiformes. Et dans le processus, nous avons rencontré un M. Félix Tshisekedi qui s'est permis de signer un deal avec M. Kabila en violation de la volonté de la population. Là, ça n'engage que vous. Non, mais bien sûr, c'est moi qui l'ai dit. Vous avez des preuves? Non, mais bien sûr, tout le monde en a. Vous ne savez pas que M. Félix Tshisekedi n'a pas été élu sur base de la loi et de la Constitution. Vous avez des preuves? Non, mais bien sûr. Bien sûr, nous avons des preuves. Merci. Attendez, oui, je l'ai dit. Il n'a pas été élu sur base de loi de la République. Parce que la loi disait qu'il fallait que l'on publie sur base de procès-verbaux. Sa publication a été faite sur base de clés ISB. Vous voulez quelle preuve encore? Ce qui est vrai, c'est que un politicien sérieux, en ce moment précis, ne peut pas s'hasarder, prendre position par rapport à une crise des ménages. Mais ce que j'ai aimé de côté positif dans le débat qui s'est fait aujourd'hui, tout le monde a reconnu que le bilan est largement négatif. Alors pourquoi vous nous avez pris pratiquement une année pour nous dire non, voilà, il y a eu évolution, le bilan est largement positif, et la personne qui porte la responsabilité vous dit non, nous avons lamentablement échoué. Et au lieu de se poser de bonnes questions pour résoudre le problème, non, il veut inviter tout le monde. Et lorsque vous prenez au niveau de la Mouka, il fait appel, il va certainement faire appel officiellement à la Mouka. Mais dans la Mouka, il y a des gens qui l'accompagnent déjà. Comme qui? Non, mais Bemba, Moïse Katumbi ont toujours été proches de M. Félix. Comment ça? Non, mais il faut seulement voir ce qui s'est fait pour vous en rendre compte. Ce qui veut dire que... Ils sont dans la Mouka, non? Non, mais ça c'est ce que nous voyons, mais pas ce qui s'est fait. Ce qui est vrai, c'est que pour moi, aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi constitue un danger pour la République. Ouais. Parce qu'il peut prendre des décisions au nom de la base et mettre le pays à feu et à sang. C'est-à-dire que pour lui, il considère que c'est lui la solution et les autres doivent l'entourer pour trouver des solutions. Non. Donc vous partagez les mêmes avis que Lisanga Bunganga qui dit que le problème c'est d'abord le président de la République. Non, mais s'il a dit, tout le monde doit le dire aussi. S'il a dit, exactement. Je ne l'ai pas suivi, mais si c'est ce qu'il a dit, si c'est vrai, il a totalement raison. Parce que qu'est-ce qui s'est fait? M. Félix Tshisekedi, dans le fonctionnement de l'État, il a déjà un problème sérieux de perception et de conception. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, lui constitue un facteur bloquant. Mais apparemment, vous avez un problème particulier avec les présidents de la République. Non, mais ça, ce sont des raccourcis. Ça, ce sont des raccourcis. Un problème particulier, pourquoi? Nous parlons d'État. Des propos tellement forts. En bon? Oui, exactement. Ok, ça viendra alors. Mais ce qui est vrai, c'est que nous... Il faut retirer plutôt. Non, moi, je ne retire pas. Je ne retire pas. Ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, nous avons un problème. Un sérieux problème. C'est de voir le premier d'entre nous, bien que n'ayant pas été choisi par la population, le premier d'entre nous ne sait même pas modéliser son analyse. Il ne sait même pas comprendre le problème réel et il veut inviter les gens. Ils vont inviter les gens. Ils vont répondre. Et au finish, posez-vous la question. Qu'est-ce que Félix Tshisekedi a aujourd'hui, au regard de son discours, qui peut permettre aux autres d'être attirés par lui? Il n'a pas le pouvoir, lui-même l'a dit. Il n'a pas la maîtrise de l'armée, on l'a constaté. Non, il n'a pas la majorité. Non, attendez, pas de dire ça. Le président de l'armée a fait un réménagement, non? Oui, mais effectivement, c'est sur base de ça qu'il a pris. Il veut prendre une décision. C'est-à-dire qu'il a compris que même s'il a fait de mise en place, il n'a pas la maîtrise de quoi que ce soit. Voilà pourquoi, n'ayant pas le pouvoir au niveau institutionnel, il veut maintenant se rabattre à la rue. C'est-à-dire qu'il veut inviter la rue à trouver des solutions aux problèmes de l'État. Ce qui veut dire que c'est un type très dangereux. Merci beaucoup. Dienit Kaninda, quelles seraient les réactions de la classe politique en général, l'opposition, certains alliés, notamment les FCC? Non, mais écoutez, les alliés aujourd'hui
ils ont la responsabilité de comprendre qu'il faut mettre ensemble les dignes fils du pays. J'insiste, les dignes fils du pays. Entendre Alain Bolodjoa, il vous dit non, je n'ai jamais été de la Mouka, mais écoutez seulement son discours. Vous comprenez, ça vient d'où? Et ça vient de qui? Qui l'inspire? C'est qui? Non, mais c'est Fayoulou, bien entendu. Mais ici, il nie, il dit non, j'ai jamais été de la Mouka, tout ça. Mais quand il parle, vous sentez l'orgueil, vous sentez tout ça. Mais c'est un homme imbu, ça, ces analyses, ça. en tout cas. Félix n'est pas bien entouré, il n'a pas d'homme intelligent autour de lui. Donc il n'y a que lui qui est intelligent, il n'y a que lui qui sait structurer, il n'y a que lui qui sait analyser, il n'y a que lui qui sait agencer. Ça, c'est un discours qui vient de Fayoulou. C'est clair et net. Mais regardez, je vous disais ici, les fabricants de Fayoulou. Aujourd'hui, vous pensez que Jean-Pierre Bemba, quand il envoie ses députés pour soutenir la prestation des serments, vous voyez Jean-Pierre Bemba, un petit monsieur. Jean-Pierre Bemba, vous le prenez pour un petit monsieur. Jean-Pierre vous prenez Moïse Katumbi, vous prenez Moïse Katumbi pour un petit monsieur, pour dire qu'est-ce qu'ils vont aller faire là-bas chez Tshisekedi. Qu'est-ce que Tshisekedi a pour attirer les autres. Mais Alain Bolodjoa est en retard. Il est vraiment en retard. Il sera surpris de voir qu'à l'issue de ces consultations, Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi, qui ont fabriqué Fayoulou, seront de l'autre côté. Et Adolphe Mouzitou, qui reconnaît toujours l'honnêteté de Félix Tshisekedi, je le vois à côté de Félix Tshisekedi. Sérieux? Son discours, déjà. Moi je dis, je le vois là-bas. Je ne le vois pas à côté de Fayoulou. Qu'est-ce qu'il va avoir à côté de Fayoulou? Rien du tout. Mais qu'est-ce qu'il le pays a besoin, le pays a besoin de ses dignes fils. Et tous les dignes fils de ce pays, comme l'honorable Pius Mwabilou, contrairement à Mike Gardi, qui pense que l'honorable Pius Mwabilou, et tout ça, il se retrouve, il a évité de dire, il se retrouve dans les camps de cash, il a évité de le dire. Mais moi, je le dis, qu'il peut bien se retrouver dans le camp de l'Union sacrée pour la nation. Parce que c'est là-bas qu'on va retrouver tous ceux qui prônent le changement. Non, il a pris 5 minutes. 30 secondes. Il a pris 5 minutes. Alain Bolodjoa a pris 5 minutes, j'ai compté. Il a commencé à 47, il a fini à 52. 30 secondes au fil. Donc, lorsque vous voyez des gens qui comprennent qu'il y a un camp du changement et un camp du statu quo, et que le président de la République avait appelé à ce que ceux qui sont dans le camp du statu quo changent pour venir dans le camp du changement pour l'intérêt de la République. Je veux que s'ils viennent là-bas, ils comprennent qu'ils viennent servir la nation. Et en ce moment-là, ils ne viennent pas avec leur philosophie ou leur vision, un peu comme Alain Bolodjoa, mais ils viennent dans une vision. La vision qui est en train de lutter pour l'instauration d'un état de droit. Aujourd'hui, les gens qui sont en train de crier non, violation de la Constitution, violation de la Constitution. Mais hier, si la Constitution, je peux parler comme un homme que j'ai suivi, si la Constitution de la RDC était une femme, la manière dont on a violé cette Constitution pendant les 18 ans, mais on je crois qu'on n'aurait pas encore cette femme-là. Mais ici, alors, non, c'est pas la copie. Moi, je parle de faits. Ici, vous avez le président de la République qui vous dit venez en consultation parce que nous devons changer le cours de l'histoire. Le peuple est en train de souffrir. Je comprends que les gens qui sont avec moi en coalition ne sont pas sincères pour l'intérêt de la population. Avant de lire les messages de la population, Dianit Kaninda, une simple question. Alors, qu'est-ce que les consultations feront à la place des dépassements budgétaires au sein de la présidence, par exemple? Encore un discours qui vient des laboratoires qui ne sont pas connus. Écoutez, ce dépassement-là, ce dépassement dont on vous parle, ça vient d'où? Vous avez le rapport de la Banque centrale. J'espère que vous suivez ce rapport-là. Exactement. La Banque centrale n'a jamais fait état de dépassement budgétaire
à la présidence de la République. Ça, Mais c'est merci venu beaucoup. des laboratoires Merci beaucoup, qui Dianit, visent simplement à candidat. dénaturer les faits. Merci beaucoup, Dianit. Ça n'a jamais Kanina. existé. Nous tendons déjà à la fin. Nous allons lire le message des auditeurs. Ngos Massé, là. Nous allons lire juste le message des auditeurs. Ça fera un grand plaisir aux gens qui nous suivent, qui nous écrivent à tout moment. Merci beaucoup, vous êtes tellement très nombreux de suivre cette émission, c'est un grand plaisir. Nous étions avec Dianit Kanina, journaliste indépendant, Mike Gardi Diana, journaliste indépendant, Qui a fait le frais. et également Alain Bolo-Joa, analyste politique proche de la Mouka, proche de Fayoulou. Alors, un dernier mot pour clôturer l'émission. Mike Gardi-Diana. Bon, je crois que s'il faut dire un dernier mot avant de clôturer l'émission, le mot c'est qu'aujourd'hui, l'évidence c'est que quand on est Congolais, on appartient à quelque chose de plus grand que soi. Oui. Je sais que dans le fond, on peut revenir sur des questions d'ordre structurel, sur des questions normatives, mais je pense qu'il est peut-être aujourd'hui difficile de faire précéder l'infraction à l'acte. Le fait qu'on a appelé aux consultations, attendons voir quelle forme ça va prendre. Merci beaucoup. Et après, on pourra dire quoi que ce soit. Sinon, nous, on a une autre perception. Et je pense que c'est l'esprit qu'on partage peut-être avec le chef de Merci l'État beaucoup. dans l'idée de consulter Exactement. les forces civiles. Dianit Kanina, un dernier mot. Non, moi je crois que nous devons faire confiance au président de la République dans la mesure où je n'ai pas senti l'idée d'exclusion du FCC dans cette union sacrée qui va se constituer. Parce que dans le FCC, il n'y a pas que des mauvais. Il y a aussi des bons dans le FCC. Vous vous souvenez qu'il y a certains qui se sont plaints d'une forme de dictature, d'un seul parti politique au sein du FCC sur les autres. Mais je crois qu'aujourd'hui, avec cette ouverture, ça va permettre au moins, comme je l'ai dit, aux dignes fils de la République de pouvoir se mettre ensemble pour l'intérêt des Congolais. Merci beaucoup. Alain Bolo-Joa, un dernier mot en 30 secondes en tout cas. Aujourd'hui, tout le monde se rend compte que l'État congolais aujourd'hui est mal dirigé. C'est comme un bus scolaire qui a à bord nos enfants et on nous apprend que le chauffeur est épileptique. Les FCC cash sont tous, de manière générale, merci beaucoup Alain Bolo-Joa. un danger pour la République. Merci beaucoup. On doit faire partie On doit faire partie, M. Félix Tshisekedi, M. Paris, la FCC cash. Vous retrouvez la rediffusion de cette émission. Respectez les auditeurs. Vous retrouvez la rediffusion de cette émission à 22h30, toujours en antenne de la radio Télégroupe L'Avenir. Merci beaucoup Ngos Massé pour la mise en onde. Je suis Iglamik, les grands libéraux nos esprits qui vivent l'indépendance de l'esprit et ne jamais trahir la raison. Que les dieux des inspirations continuent toujours de nous inspirer. Au revoir. Jusqu'à 17h, on débriefe l'actualité. RTGA.